Ce contenu est une œuvre originale, entièrement produite par notre équipe. Il peut inclure l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil de création. Notre objectif est de vous offrir des histoires immersives avec le plus haut niveau de réalisme possible. Merci de faire partie de cette expérience avec nous. Le vent d'avril portait une odeur de crêpes au Nutella et de promesses que personne n'avait demandé à faire. Éloise Duval se tenait au 2e étage de la Tour Eiffel, son appareil photo argentique pendu au cou. Un Pentax Camille qui avait appartenu à sa grand-mère Mireille et qui valait plus que n'importe quel bijou qu'elle ait jamais possédé. Le soleil de fin d'après-midi transformait Paris en une aquarelle dorée, et elle essayait de capturer exactement cet instant où la lumière touchait la Seine et faisait du fleuve un ruban d'or liquide. « Pardon, pardon !» quelqu'un cria derrière elle. Éloise n'eut même pas le temps de se retourner. Un corps maigre et rapide percuta son épaule, et en un seul geste brutal, la lanière de l'appareil fut arrachée de son cou avec une violence qui lui brûla la peau. « Non !» elle hurla, portant la main à sa gorge. « Mon appareil !» Le voleur était jeune, rapide, et se faufilait déjà entre les touristes comme une anguille entre les pierres. Éloise fit la seule chose qu'une rousse d'1,65 m, élevée à Lyon par une grand-mère qui n'acceptait aucune lâcheté, pouvait faire. Elle courut derrière lui. Ses chaussures claquaient contre le métal de la structure, tandis qu'elle bousculait des couples enlacés, des familles japonaises, armées de perches à selfie et un groupe d'adolescents britanniques qui semblaient perpétuellement ivres. Le voleur dévala les escaliers 2 marches à la fois, et Éloise sentit ses poumons brûler. Elle était nutritionniste, pas marathonienne, et la dernière fois qu'elle avait couru comme ça, c'était pour attraper le métro à Bellecour. « Arrête! Voleur !» elle hurlait, mais Paris était une ville qui avait appris à ignorer les cris. Le voleur atteignit le sol et fila vers le champ de Mars. Éloise sentit ses jambes fléchir, la distance entre eux grandissait, et une envie absurde de pleurer lui monta à la gorge. Cet appareil contenait des photos de sa grand-mère. Des photos du dernier Noël ensemble, avant que Mireille ne parte. C'est alors que le voleur, simplement, s'arrêta. Pas de son propre gré. Il s'arrêta parce qu'un bras surgit de nulle part. Un bras recouvert d'un blazer bleu marine d'une coupe impeccable, et attrapa le gamin par le col avec le naturel de quelqu'un qui cueille une pomme sur un étalage. Le voleur se débattit, donna des coups de pied, essaya de mordre. Le propriétaire du bras ne s'y a même pas. « Rends-lui ce que tu as pris », dit une voix grave et calme, le genre de voix qui n'avait pas besoin de crier pour être obéie. Maintenant. Éloise s'arrêta à quelques mètres, essoufflée, les mains sur les genoux, ses cheveux roux collés à son visage en sueur. Elle leva les yeux et vit, et oublia momentanément qu'elle avait besoin de respirer. L'homme qui tenait le voleur comme s'il était fait de papier était grand. Pas grand du genre, légèrement au-dessus de la moyenne. Grand du genre qui vous obligeait à renverser la tête en arrière. Des cheveux châtain clair tombaient légèrement sur son front, dans un désordre qui semblait chorégraphié. Mâchoire taillée au couteau. Nez qui avait été cassé au moins une fois, ce qui, pour une raison qu'Éloise ne voulait pas examiner de trop près, ne le rendait que plus beau. Et des yeux verts. Pas verts comme les siens, qui étaient verts de forêt après la pluie. Les siens étaient verts de bouteille ancienne, presque translucides, avec une froideur calculée qui démentait le sourire léger au coin de la bouche. Il portait une montre qui coûtait probablement plus cher que l'appartement de 40 mètres carrés qu'Éloise partageait avec sa chatte, Colette. Le voleur rendit l'appareil. Non pas parce qu'il le voulait, parce que l'homme lui avait serré le poignet d'une façon qui arracha au gamin un gémissement aigu. « Dégage », dit l'homme en le relâchant. Le voleur disparut avant que le mot n'ait fini de résonner. Éloise se redressa, replaça une mèche derrière son oreille et tendit la main pour récupérer son appareil. Les doigts de l'homme frôlèrent les siens lors de la remise et elle ressentit un choc. Pas électrique, ce n'était pas un roman pour adolescente. C'était plutôt comme un avertissement. Une sirène lointaine que le corps reconnaissait avant l'esprit. « Merci », dit Éloise en vérifiant l'appareil. L'objectif était intact. Elle respira, soulagée. « Merci beaucoup. Vraiment. Cet appareil, il appartenait à votre grand-mère.
compléta-t-il. Éloise cligna des yeux. Comment vous savez? Il désigna la lanière en cuir, où Mireille avait gravé les initiales MD en lettres cursives, des décennies plus tôt. Personne ne court comme ça pour quelque chose qui peut être remplacé, dit-il, et son sourire s'élargit d'un demi-centimètre. Matteo. Éloise. Éloise, il répéta, comme s'il goûtait le prénom, comme s'il décidait s'il aimait la saveur. Vous saignez. Elle baissa les yeux. Le cou portait une marque rouge là où la lanière avait raclé, et un mince filet de sang coulait vers la clavicule. Elle n'avait même pas senti. Oh, ce n'est rien. Matteo sortit un mouchoir de la poche de son blazer. Un vrai mouchoir, en tissu, avec les initiales MB brodées dans le coin. Il le lui tendit. « Qui utilise encore des mouchoirs en tissu ?» demanda Éloise en l'acceptant quand même. « Qui utilise encore un appareil photo argentique ?» renvoya-t-il. Éloise rit, et son rire fit quelque chose d'étrange au visage de Matteo. Quelque chose qu'il n'avait visiblement pas prévu, comme si un mur très ancien venait de développer une fissure minuscule. Il l'invita à prendre un café. Elle refusa. Il l'invita à dîner. Elle refusa encore. Alors il dit, « Il y a un bistrot dans le Marais qui sert la meilleure tarte tatin de Paris et qui ferme à 22 heures. Il est 20h45. Je serai là-bas. Si vous venez, j'en commande une pour vous. Si vous ne venez pas, je mange les deux. » Et il s'en alla. Éloise resta plantée sur le champ de Mars, avec son mouchoir à la main, l'odeur d'eau de Cologne coûteuse imprégnée dans le tissu, et la certitude absolue qu'elle ne devrait pas y aller. À 21h30, elle était assise en face de lui chez Gauthier, un bistrot aux murs de pierre apparente et bougies fondues dans des bouteilles de vin, en train de manger la meilleure tarte tatin qu'elle ait jamais goûtée. « Vous avez cédé vite, dit-il. Je n'ai pas cédé. C'est la tarte qui m'a convaincu. Il y a une différence. Laquelle? Si c'était pour vous, je ne serais pas venu. » Son sourire revint. Ce demi-sourire agaçant qui n'occupait que le côté gauche du visage. Menteuse, elle l'était, et elle détestait qu'il le sache. Matteo Beaumont était le genre d'homme qui commandait du vin sans regarder la carte, et le sommelier obéissait comme si Matteo lui avait fait une faveur en se montrant. Le genre qui parlait au téléphone en italien courant, passait au français sans accent puis demandait l'addition en anglais avec une prononciation d'Oxford, le tout dans la même respiration. Le genre qui connaissait le prénom du serveur, du chef et de la dame qui lavait les nappes, et le genre qui ne répondait à aucune question personnelle. « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» demanda Éloise. « Les affaires. » « Quel genre d'affaires ?» Le genre qui fonctionne mieux quand personne ne pose de questions. Elle aurait dû partir à ce moment-là. Au lieu de ça, elle lui vola son dessert. Les 3 semaines qui suivirent furent une espèce de folie qu'Éloise n'avait jamais imaginée en dehors des films d'Audrey Tautou. Matteo apparaissait. Tout simplement. Sans prévenir. Sans demander la permission. Le mardi, il attendait devant la porte de son immeuble à Montmartre, avec des croissants du blé sucré, la boulangerie qui se trouvait à l'autre bout de Paris. « Vous avez traversé toute la ville pour des croissants ?» demanda-t-elle, encore en pyjama. « J'ai traversé toute la ville pour vous. » Les croissants étaient l'excuse. Le jeudi, il l'emmena dans un vignoble en Provence, en hélicoptère. Éloise, qui n'était jamais montée dans un hélicoptère, vomit sur un buisson de lavande à l'atterrissage, puis fit comme si rien ne s'était passé tandis qu'elle dégustait un Châteauneuf-du-Pape de 1998. Matteo ne mentionna pas l'incident. Il se contenta de lui offrir son mouchoir, toujours ce satané mouchoir, et demanda au sommelier d'apporter de l'eau gazeuse. Le dimanche, ils marchèrent dans le quartier latin au coucher du soleil. Matteo acheta tous les livres qu'Éloise avait regardés plus de 5 secondes chez les bouquinistes le long de la Seine. Quand elle protesta que c'était trop, il répondit « Vous avez regardé. J'ai acheté. L'équation est simple. Cette équation n'existe pas. Je viens de l'inventer. On ne peut pas inventer des équations. Je peux inventer ce que je veux, ma rouquine. » Le surnom resta. Ma rouquine.
prononcée avec cette voix grave qui faisait du mot quelque chose entre un compliment et une provocation. Héloïse n'était pas naïve. Elle était diplômée en nutrition de l'Université de Lyon, avait soutenu un mémoire sur la dysbiose intestinale qui avait fait pleurer son directeur de fierté et avait survécu à 3 ans de colocation avec Noémie, qui faisait cuire du poisson au micro-ondes à 2 heures du matin. Elle savait que Matteo Beaumont n'était pas un homme ordinaire. Les signes étaient partout. La voiture noire qui attendait toujours au coin de la rue. Le chauffeur, un homme massif, nommé Bastien, qui semblait avoir été taillé dans le granit et ne parlait jamais, qui ouvrait la portière avec une révérence militaire. Les appels téléphoniques que Matteo prenait en s'éloignant. La voix descendant d'un registre, les mots dans un dialecte qu'elle ne parvenait pas à identifier. La cicatrice fine qu'il avait sur la côte droite et qu'elle sentit sous ses doigts la première nuit qu'ils passèrent ensemble, dans son appartement qui occupait le dernier étage d'un immeuble haussmannien, avec vue sur la Seine. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle en traçant la cicatrice du bout du doigt. « Un souvenir que j'aurais dû me baisser plus vite. »« Me baisser de quoi ?» Il embrassa son front au lieu de répondre. Et Héloïse apprit que Matteo Beaumont utilisait les baisers comme des murs, beaux, chauds, mais construits pour empêcher le passage. La nuit où tout vola en éclats, ils étaient sur la terrasse de son appartement. Paris brillait comme une promesse en dessous d'eux. Matteo tenait un verre de Bordeaux à la main, et ses yeux se perdaient sur la ligne d'horizon, et il y avait quelque chose de différent en lui. Une rigidité dans la mâchoire, une distance dans le regard qu'Héloïse sentait comme un vent froid. « Matteo. Où est-ce que tu seras la semaine prochaine ?» Silence. « Matteo. Je ne sais pas. Tu ne sais jamais. » Il se tourna vers elle. Les yeux verts, pour la première fois, ne contenaient aucun sourire. Pas même un demi-sourire. Rien. « Je ne sais jamais, » répéta-t-il. Et la phrase pesait comme du plomb. C'est la réponse honnête. Je ne sais jamais où je serai. Je ne sais jamais si je reviendrai. Et je ne suis pas le genre d'homme qui fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Qu'est-ce que tu es en train de dire exactement? Je dis que ces 3 semaines ont été... Ont été quoi? Il posa le verre sur le rebord, passa la main dans ses cheveux. Héloïse connaissait ce geste. C'était le geste de quelqu'un qui organisait ses mots avant de les utiliser comme un scalpel. « Ont été une erreur », dit-il. L'air quitta ses poumons comme si quelqu'un venait de lui donner un coup de poing. « Une erreur. Pas toi. Jamais toi. Mais ça... » Il fit un geste entre eux deux. « Je ne fais pas ça. Je ne peux pas faire ça. Tu es en train de le faire. Tu l'as déjà fait. Et c'est pour ça que je dois arrêter. » Héloïse sentit ses yeux brûler. Elle avala encore. Elle n'allait pas pleurer devant lui. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Alors c'est comme ça? 3 semaines? Et au revoir? Matteo ne répondit pas, et son silence fut la réponse la plus forte qu'Héloïse ait jamais entendue. Elle prit son manteau, prit son sac. À la porte, elle s'arrêta. « Je sais que tu n'es pas celui que tu prétends être, » dit-elle sans se retourner. « Je sais qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu caches. Mais j'ai cru qu'au moins la partie que tu m'as montrée était vraie. » La porte se referma. Matteo resta sur la terrasse pendant encore 2 heures, le vent de Paris lui fouettant le visage et l'odeur de son parfum à elle encore dans l'air. Il partit le lendemain, sans message, sans mot. Son numéro fut déconnecté. L'appartement fut vidé en 48 heures, comme si Matteo Beaumont n'avait jamais existé. Comme si eux n'avaient jamais existé. Héloïse reprit sa routine. Elle envoyait des CV. Nourrissait Colette. Préparait des concours. Essayait de ne pas penser au demi-sourire, à l'odeur d'eau de Cologne coûteuse, à la façon dont il disait ma rouquine avec cette voix qui faisait durer les voyelles plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Jusqu'à ce que, 6 semaines plus tard, agenouillé dans la salle de bain de son appartement à Montmartre, à 7 heures du matin, avec Colette qui l'observait depuis le chambranle de la porte avec une indifférence féline suprême. Héloïse Duval regarde le test de grossesse dans sa main et voit les 2 lignes. 2 lignes roses, nettes,
implacable. Merde, souffla-t-elle. Colette bâilla. 8 semaines plus tard, Éloise se tenait debout devant le miroir de la salle de bain, essayant de fermer le bouton de son unique pantalon habillé. Le ventre n'était pas encore visible, mais le corps, lui, savait. Les seins étaient douloureux. Les nausées venaient par vagues. Et l'odeur du café, qui avait autrefois été sa raison de vivre, lui donnait maintenant envie de jeter la cafetière par la fenêtre. Aujourd'hui était le jour. L'entretien. La Beaumont Industries était l'une des plus grandes entreprises du secteur alimentaire en France. Chaîne de restaurants de luxe, conseil gastronomique, importation de vin, une division entière dédiée à la nutrition en entreprise. Le poste était parfait, nutritionniste senior pour le programme de bien-être des employés. Bon salaire, mutuelle santé, qui, vu les circonstances, lui était désespérément nécessaire. Localisation à Saint-Germain-des-Prés. Éloise arrangea ses cheveux roux en un chignon professionnel, appliqua le rouge à lèvres nude que Noémie avait juré être le rouge à lèvres de celle qui est embauchée, et prit une grande inspiration. « Souhaite-moi bonne chance », dit-elle à Colette. Colette lui tourna le dos et alla dormir sur le rebord de la fenêtre. L'immeuble de Beaumont Industries était tout ce qu'Éloise attendait. Imposant, recouvert de pierres calcaires, avec un hall en marbre où les pas résonnaient comme dans un tribunal. Une réceptionniste impeccable, nommée Céleste, la dirigea vers le 32e étage avec un sourire qui semblait avoir été approuvé par un comité. Dans l'ascenseur, Éloise répéta mentalement son discours. « Je m'appelle Éloise Duval. Je suis diplômée en nutrition de l'Université de Lyon. J'ai de l'expérience en élaboration de menus fonctionnels et en suivi clinique. Je suis à votre disposition pour... » Les portes s'ouvrirent. Un couloir long, silencieux, avec une moquette grise et des portes en chêne. Au bout, une salle de réunion aux parois vitrées. Éloise marcha jusqu'à la porte. Une assistante, Margot, d'après son badge, l'accueillit avec un sourire poli. « Mademoiselle Duval, le directeur général va vous recevoir personnellement. » Il a insisté pour conduire cet entretien lui-même. « Entrez et patientez, s'il vous plaît. » Le directeur général ? Pour un poste de nutritionniste ? Étrange. Mais Éloise n'était pas en position de poser des questions. Elle entra dans la salle, s'assit sur la chaise en cuir, croisa les mains sur son dossier. Attendit. La porte s'ouvrit derrière elle. Des pas, fermes, lents. Le bruit d'un homme qui possédait chaque centimètre du sol qu'il foulait. Éloise se leva et se retourna avec son meilleur sourire professionnel. Et le monde s'arrêta. Matteo Beaumont se tenait dans l'encadrement de la porte. Les mêmes cheveux châtain clair, la même mâchoire sculptée, les mêmes yeux verts de bouteille qui, à cet instant précis, étaient écarquillés dans quelque chose qu'Éloise ne pouvait décrire que comme de la panique contrôlée. Il portait un costume gris anthracite d'une coupe chirurgicale. Il tenait une pochette en cuir. Et sur son visage, il y avait une expression qu'elle n'avait jamais vue, parce que Matteo Beaumont, l'homme qui contrôlait chaque muscle, chaque mot, chaque silence, était sincèrement sous le choc. « Éloise », dit-il. Ce n'était pas une salutation. C'était le son d'un homme percuté par un train et qui essayait de garder sa dignité. Éloise sentit son estomac se retourner. Elle ne savait pas si c'était les nausées de la grossesse ou les 14 semaines de rage accumulées qui montaient de son ventre à sa gorge comme de la lave. Elle prit une grande inspiration, releva le menton, ajusta son chignon. « Monsieur Beaumont », dit-elle, et chaque syllabe sortit tranchante comme une lame de rasoir. « Je suis ici pour le poste de nutritionniste. Vous voulez que je m'asseye ou vous préférez disparaître encore une fois sans prévenir ?» Matteo referma la porte derrière lui. Et pour la première fois de sa vie, il n'avait absolument aucune idée de quoi dire. La salle de réunion avait le silence des endroits où les décisions coûtent cher. Pas le silence confortable des bibliothèques ou des églises, le silence tendu des salles d'opération, où chaque mot prononcé pouvait soit sauver, soit tuer quelque chose. Éloise ne s'assit pas. Elle resta debout, dos à la fenêtre panoramique qui donnait sur Paris,
et elle regarda Matteo Beaumont refermer la porte derrière lui, avec la lenteur de quelqu'un qui gagne du temps. Il se retourna. Les yeux verts la traversèrent de part en part. « Éloise » répéta-t-il, et cette fois le mot contenait quelque chose de différent. Pas de la panique, de la précision, comme s'il recalibrait une équation dont une variable venait de changer de valeur. « Je, monsieur Beaumont » dit-elle à nouveau, et chaque syllabe était une brique posée méthodiquement dans le mur qu'elle construisait en temps réel. « Je suppose que vous conduisez tous les entretiens de recrutement vous-même, pour un poste de nutritionniste. » Il posa sa pochette en cuir sur la table, s'approcha de la chaise en bout de table, tira le dossier qu'elle avait déposé là en entrant, l'ouvrit, il le parcourut. Vraiment, pas pour gagner du temps, pour lire. « Vous avez publié dans le Journal of Nutritional Biochemistry, dit-il. Vous lisez les revues scientifiques entre deux disparitions ?» La mâchoire se contracta, imperceptiblement. Éloise le vit quand même, parce qu'elle avait passé 3 semaines à apprendre la cartographie de ce visage. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je préfère rester debout. C'est un entretien professionnel. Alors comportez-vous de manière professionnelle et cessez de me regarder comme si j'étais un problème à résoudre. » Matteo ferma le dossier, posa les 2 mains à plat sur la table, et il la regarda, vraiment, sans le filtre du demi-sourire, sans la distance calculée, et pendant une fraction de seconde, Éloise vit quelque chose passer dans les yeux verts, quelque chose qui ressemblait à du regret, mais qui avait les contours du soulagement. Comme si retrouver quelqu'un qu'on croyait avoir perdu pour toujours était à la fois la meilleure et la pire des nouvelles. Elle refusa de laisser cette fraction de seconde exister. Elle l'effaça. « Je suis ici pour le poste, » dit-elle. « Pas pour les explications que vous ne m'avez pas données, pas pour la conversation que vous m'avez refusée. Je suis ici parce que ce poste correspond à mes qualifications, que le salaire est juste et que la mutuelle est excellente. Voilà, c'est tout. »« La mutuelle » répéta-t-il, et quelque chose dans sa voix bougea, indéfinissable. « La mutuelle » confirma-t-elle, soutenant son regard sans ciller. Un silence long comme une semaine passa entre eux. « Vous êtes qualifié, » dit-il enfin. Surqualifié, en réalité. Votre mémoire sur la dysbiose et la performance cognitive en environnement de stress est exactement ce que le programme nécessite. Nos équipes travaillent sous pression constante. La direction médicale avait recommandé un profil junior, moins coûteux. Et pourtant, c'est vous qui conduisez l'entretien. Et pourtant. Pourquoi ? Il ne répondit pas immédiatement, se déplaça vers la fenêtre, les mains dans le dos, et regarda Paris en dessous. Le même Paris qu'ils avaient regardé ensemble depuis sa terrasse, le soir où tout s'était brisé. Éloise se demanda s'il y pensait. Elle décida qu'elle s'en moquait. « Parce que Margot a transmis votre CV à mon bureau et que votre nom a déclenché une attention particulière de ma part, » dit-il sans se retourner. « Une attention particulière. C'est élégant. Éloise. Ne dites pas mon prénom comme ça. » Il se retourna. « Comme quoi ? Comme si vous aviez le droit de le prononcer. » Le mur entre eux était là, dense, construit de 14 semaines de silence, de nuits passées à ne pas dormir, de tests de grossesse et de larmes avalées dans des salles de bain à 7 heures du matin. Éloise sentit son estomac se contracter. Les nausées arrivaient toujours au mauvais moment, comme si son corps avait un sens dramatique parfait, et elle inspira lentement, calmement. La technique de la sage-femme de l'application de suivi qu'elle avait téléchargée en pleurant 3 semaines plus tôt. Pas maintenant, pas ici, pas devant lui. « Je peux vous offrir le poste, » dit Matteo. « Les conditions sont dans le dossier. Vous commenceriez lundi. Vous ne me connaissez pas professionnellement. Je connais votre CV, votre publication et votre façon de travailler. Vous avez réorganisé votre alimentation entière, après avoir découvert que votre grand-mère était intolérante au lactose, parce que vous refusiez de manger quelque chose qu'elle ne pouvait pas partager. C'est dans la lettre de motivation. » Éloise se figea. « Vous avez lu ma lettre de motivation. Chaque ligne. Vous dirigez un groupe de plusieurs centaines d'employés. Je sais lire, Éloise. Ne dites pas. Votre prénom. Je sais. » Il inclina légèrement la tête.
Mademoiselle Duval. Le silence revint. Différent cette fois. Moins une guerre, davantage un armistice précaire. Éloise prit son dossier sur la table, vérifia que ses mains ne tremblaient pas. Elles ne tremblaient pas, elle en était fière, et rangea les documents dans son sac avec des gestes précis. « Je vais réfléchir à votre offre, » dit-elle. « C'est raisonnable. Et si j'accepte, ce sera pour le poste, pour les patients, pour le programme. Pas pour quoi que ce soit d'autre. C'est entendu. Et vous et moi serons des professionnels. » Absolument. Ça signifie aucune référence à ce qui s'est passé, aucune conversation personnelle, aucun croissant du blé sucré livré dans mon bureau. Quelque chose traversa son visage, si rapide qu'elle aurait pu l'imaginer. Pas tout à fait un sourire, plutôt l'ombre de ce que le sourire avait été. « Compris », dit-il. Éloise se dirigea vers la porte. La poignée était froide, sous ses doigts. « Mademoiselle Duval. » Elle s'arrêta, ne se retourna pas. « Je suis content que vous alliez bien. » Elle aurait dû ne rien dire. Elle aurait dû ouvrir la porte et sortir, et attendre l'ascenseur avec ce calme professionnel qu'elle avait maintenu pendant 45 minutes, avec une discipline de sportive de haut niveau. Au lieu de ça, elle dit « Vous n'avez aucun moyen de savoir si je vais bien. » Et elle sortit. Dans l'ascenseur, elle appuya son dos contre la paroi froide en miroir, ferma les yeux et laissa ses poumons se remplir correctement pour la première fois depuis qu'il avait ouvert cette porte. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme au chignon impeccable et au rouge à lèvres intact. À l'intérieur, quelque chose de fragile venait de prendre une fissure supplémentaire. Son téléphone vibra. Noémie. Alors, il t'a prise. Éloise regarda l'écran, pensa aux yeux verts, pensa à la mutuelle. Pensa aux 2 lignes roses sur le test qu'elle avait gardées enroulées dans du papier toilette au fond de son sac, comme une preuve qu'elle n'était pas prête à regarder en face. Elle tapa. « Je rappelle dans 20 minutes. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall en marbre. Céleste leva les yeux depuis sa réception avec son sourire de comité. Dehors, l'air de Paris était froid et sentait la pluie imminente. Bastien était garé le long du trottoir dans la voiture noire, et il regardait droit devant lui avec sa neutralité de granit habituelle. Mais quand Éloise passa devant lui, il tourna la tête d'1 centimètre. Juste 1 centimètre. Juste assez pour qu'elle sache qu'il l'avait reconnue. Elle marcha sans accélérer, tourna au coin de la rue, s'arrêta, inspira, expira. La pluie commença à tomber exactement à ce moment-là, fine et froide, et Éloise leva le visage vers le ciel gris de Paris, avec l'expression de quelqu'un qui vient de comprendre qu'elle vient de prendre la pire décision raisonnable de toute sa vie. Le lundi matin, elle envoya un mail à Margot. « Je confirme mon acceptation du poste. Cordialement, Éloise Duval. » Elle appuya sur « Envoyer ». Colette sauta sur ses genoux, la regarda, bâilla. « Je sais », dit Éloise. « Je sais. » Le lundi matin, Beaumont Industries sentait le café fraîchement moulu et l'ambition contenue. Éloise arriva à 8h45. Ni trop tôt, ce qui aurait signalé l'anxiété. Ni trop tard, ce qui aurait signalé l'arrogance. Avec son sac en cuir cognac, son tailleur marine et ses cheveux roux en chignon, qui avaient nécessité 22 minutes et 3 tentatives. Margot l'attendait à la sortie de l'ascenseur avec un badge provisoire, un sourire poli et un carnet où tout était déjà noté. « Bienvenue, mademoiselle Duval. Je vous fais visiter vos espaces de travail. Puis vous avez une réunion de présentation avec les équipes RH à 10h. Monsieur Beaumont a demandé un rapport d'étape pour vendredi. Monsieur Beaumont s'implique personnellement dans tous les programmes de bien-être ?» Margot hésita une fraction de seconde. Juste une. « Monsieur Beaumont s'implique personnellement dans tout, » dit-elle. Et dans cette phrase, il y avait 14 ans d'expérience professionnelle, résumée avec la concision d'une femme qui avait appris à peser chaque mot. Le bureau d'Éloise était au 28e étage, 4 étages sous celui de Mathéo, ce qui était soit une coïncidence, soit une géographie délibérée, et elle refusa de décider laquelle. La pièce était petite, lumineuse, avec une fenêtre qui donnait sur les toits de Saint-Germain-des-Prés et une plante verte dans le coin que quelqu'un avait pris la peine d'arroser récemment. Sur le bureau,
une pochette cartonnée avec les dossiers des 142 employés du programme de bien-être, un ordinateur allumé avec son adresse professionnelle déjà configurée, et un café, un double espresso dans une tasse en porcelaine blanche, encore chaud. Pas de mots, pas de signature. Juste le café. Éloise s'assit, regarda le café, décida de ne pas y penser. Le but. Ouvrit le premier dossier. Les 3 premières semaines au sein de Beaumont Industries furent, dans un sens parfaitement pervers, les plus productives de la carrière d'Éloise. Elle plongeait dans les dossiers médicaux avec la concentration de quelqu'un qui utilise le travail comme bouclier, parce que c'était exactement ce qu'elle faisait. Les équipes étaient sous pression chronique. Les cadres dormaient mal, mangeaient pire, compensaient avec du sucre et de la caféine, dans un cycle que n'importe quel étudiant en nutrition de 2e année aurait diagnostiqué en 30 secondes. Elle mit en place 3 ateliers hebdomadaires. Réorganisa la cantine. Négocia avec le prestataire pour éliminer les plats ultra transformés du menu du midi. Elle fut convoquée dans le bureau de Mathéo le jeudi de la 3e semaine. Elle monta les 4 étages avec son carnet, ses données et une armure invisible que personne ne pouvait voir, mais que tout le monde sentait. Le bureau du directeur général occupait l'angle nord-ouest du bâtiment. 2 murs entiers de verre, paris de chaque côté comme un tableau vivant. Un bureau en chêne massif derrière lequel Mathéo se tenait debout, les mains dans les poches, en train de regarder quelque chose sur un écran latéral quand elle entra. Il portait un costume bleu nuit, chemise blanche, premier bouton ouvert. Pas de cravate. Il avait l'air de quelqu'un qui avait travaillé depuis 5 heures du matin et ne montrerait jamais la fatigue. « Mademoiselle Duval, asseyez-vous. Je préfère rester debout. » Il leva les yeux depuis l'écran. Quelque chose passa dans son regard, une reconnaissance, presque de l'amusement, puis s'effaça. « Comme vous voulez, le rapport de vendredi dernier. » Il fit pivoter l'écran vers elle. C'était son rapport. À noter. Chaque section portait des commentaires en marge, écrits à la main dans une encre noire précise, avec des questions techniques qui prouvaient qu'il l'avait lu mot pour mot. Éloise réajusta mentalement l'image qu'elle avait construite de lui depuis lundi. Pas parce qu'elle voulait le faire, parce que l'honnêteté intellectuelle l'y obligeait. « Vous avez une question sur la section cortisol », dit-elle en s'approchant de l'écran pour lire sa note. « Vous établissez un lien entre les pics de cortisol en fin d'après-midi et les erreurs de décision documentées dans les équipes de trading. Je veux savoir si c'est corrélation ou causalité, et si le protocole que vous proposez a été testé en environnement similaire. Corrélation documentée dans 4 études longitudinales entre 2018 et 2023. Causalité probable, mais non prouvée dans ce contexte spécifique. Je le dis dans le rapport, page 7, note de bas de page 3. Le protocole a été testé dans 2 banques d'investissement à Londres et une société de conseil à Zurich. Les résultats sont dans l'annexe B. Un silence. Vous l'avez mis en annexe B. Vous avez lu l'annexe B. Je lis tout. Je sais, dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Le demi-sourire apparut, le côté gauche uniquement. Éloise sentit quelque chose dans sa poitrine réagir à ce sourire comme un muscle mémoire, comme un réflexe conditionné qu'elle n'avait pas réussi à effacer en 14 semaines, et elle détesta son propre corps pour ça. « Le programme est excellent, dit-il. Je vais approuver le budget supplémentaire pour les ateliers du vendredi. Merci. Il y a autre chose. » Il reprit sa position derrière le bureau, posa les 2 mains à plat sur la surface en chêne, et son visage changea. Pas beaucoup, mais assez pour qu'Éloise comprenne que ce qui venait n'était pas dans l'agenda officiel. Il y a un dîner jeudi prochain, un événement annuel de la maison. Partenaires, investisseurs, presse spécialisée. La présence de l'ensemble des directeurs de division est attendue. Je suis nutritionniste. Je ne suis pas directrice de division. Vous dirigez le programme de bien-être, qui est désormais une division à part entière. Votre présence est donc attendue. Éloise le regarda. C'est une obligation professionnelle ? C'est inscrit dans votre contrat, article 17, alinéa 3. Représentation aux événements institutionnels annuels. Elle n'avait pas lu l'article 17, alinéa 3.
Elle aurait dû lire l'article 17, alinéa 3. Très bien, dit-elle. Jeudi soir. 20 heures. Tenue de soirée. Je sais m'habiller, monsieur Beaumont. Je n'en ai jamais douté, mademoiselle Duval. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêta, pas parce qu'il avait dit quelque chose, mais parce que son corps sentit, avant son esprit, qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Elle se retourna. Luca Ferrante se tenait dans l'angle, près de la seconde porte que les murs de verre rendaient presque invisible. Il avait les mains croisées dans le dos, et ce sourire en coin permanent qui donnait l'impression qu'il venait d'entendre la chute d'une blague que vous n'aviez pas encore comprise. « Mademoiselle Duval », dit-il avec un accent italien que les années parisiennes avaient adouci mais pas effacé. « Luca Ferrante, directeur des opérations. »« Enchanté », dit Éloise. « La réputation de votre programme vous précède. » Il jeta un regard en direction de Matteo avec quelque chose d'indéchiffrable. « Et pas seulement professionnellement. » Le silence qui suivit dura 2 secondes. 2 secondes pendant lesquelles Matteo regarda Luca avec une expression qui n'était pas tout à fait un avertissement, mais qui en avait toutes les propriétés chimiques. « Je vous laisse, » dit Éloise. Dans le couloir, elle marcha jusqu'aux toilettes, ferma le verrou, s'appuya contre la porte et mit la main sur son ventre. 16 semaines. 4 mois, dans 4 jours. Elle avait pris son premier rendez-vous avec la sage-femme pour le lendemain matin, avant le travail, à 7h30, dans une clinique à Pigalle que personne de Beaumont Industrie ne fréquenterait. Le ventre n'était pas encore visible sous les tailleurs structurés. Mais le corps, lui, continuait d'évoluer selon son propre calendrier, indifférent aux complications diplomatiques d'Éloise. La fatigue arrivait par vagues à 15 heures. Les nausées s'étaient espacées, mais revenaient à l'odeur du veau, et la cantine de Beaumont Industrie servait du veau le mardi et le jeudi. Elle avait réécrit le menu du jeudi sous prétexte de diversification nutritionnelle. Elle se lava les mains, se regarda dans le miroir. Le dîner de jeudi, tenue de soirée. 100 personnes qui la regarderaient sans savoir. Luca Ferrante avec son sourire de quelqu'un qui sait déjà. Et Matteo, 4 mètres plus loin dans la même pièce, a ignoré ce qu'elle portait. Son téléphone vibra. Noémie. « T'as vomi aujourd'hui ?»« Non. »« Progrès. Tu lui as parlé ?»« C'est mon patron. C'est le père de ton enfant. » Éloise rangea le téléphone, regarda une dernière fois son reflet. Le chignon était toujours parfait. Elle sortit des toilettes et retourna à son bureau avec la démarche précise de quelqu'un qui a décidé, pour la 112e fois, de ne pas penser à ce qu'elle allait faire. Ce soir-là, en rentrant à Montmartre dans le métro bondé de 19h, debout contre une barre, son sac en cuir coincé entre elle et un homme qui écoutait du jazz trop fort, Éloise sentit pour la première fois quelque chose qu'elle n'attendait pas. Un mouvement. Infime. Presque rien. La sensation d'une bulle qui se déplace, d'une présence qui s'affirme avec la discrétion de quelqu'un qui frappe à une porte au lieu de l'enfoncer. Elle porta la main à son ventre dans un réflexe immédiat. Le monde continua autour d'elle. Le jazz, les annonces de station, la chaleur humide du couloir souterrain. Et elle, immobile dans le courant, avec la main sur le ventre et quelque chose qui ressemblait pour la première fois à de la certitude. Pas la certitude du test ou de l'échographie ou des nausées. La certitude d'un mouvement. D'une vie qui décidait d'exister, indépendamment de tout le reste. Éloise pensa à Mireille. Pensa à l'appareil photo. Pensa à la façon dont certaines choses arrivent sur la tour Eiffel en avril avec l'odeur de crêpes au Nutella et ne vous lâchent plus jamais, quelle que soit la vitesse à laquelle vous courez. Jeudi. Tenue de soirée. Elle avait une robe bordeaux dans l'armoire qu'elle n'avait portée qu'une fois. Elle avait acheté une gaine de grossesse la semaine précédente que la vendeuse avait appelée avec un enthousiasme mal placé un secret de silhouette. Elle avait 17 jours avant que le ventre ne devienne une conversation inévitable. Le métro freina à Abbesse. Éloise descendit sur le quai, remonta l'escalier en colimaçon vers Montmartre et prit sa décision. Pas ce soir. Pas encore. Mais bientôt, parce que le temps, contrairement à Matteo Beaumont,
ne disparaissait pas sans laisser de message. La robe bordeaux fermait encore. C'était le premier miracle de la soirée. Héloïse se regarda dans le miroir de sa chambre à angle droit, tournant lentement sur elle-même, avec la concentration d'une femme qui inspecte un rapport avant de le soumettre. La gaine de grossesse faisait son travail avec une efficacité qu'elle refusait de trouver métaphorique. La robe tombait en biais depuis les épaules, moulait la poitrine, plus généreuse qu'avant, détail qu'elle espérait que personne ne remarquerait, et s'évasait légèrement à partir des hanches dans un mouvement de soie bordeaux qui rendait le reste de la silhouette parfaitement ambiguë. Cheveux roux détachés ce soir, ondulés, tombant sur une épaule. Boucles d'oreilles en or de Mireille. Talons noirs à 7 centimètres qu'elle porterait jusqu'à ce que ses pieds la trahissent. 19 semaines et 3 jours. Tu es très belle, dit Noémie depuis le cadre de la porte, une cuillère à soupe pleine de Nutella dans la main gauche. Ne mange pas du Nutella à la cuillère. Je mange du Nutella à la cuillère depuis 2009 et je n'ai jamais eu de regrets. Toi, par contre. Noémie. Je dis juste. Tu vas dîner avec le père de ton bébé dans une salle pleine de gens qui ne savent pas qu'il est le père de ton bébé, et lui non plus ne sait pas qu'il est le père de ton bébé, et toi tu sais tout et tu ne dis rien. C'est du Ibsen. C'est littéralement du théâtre norvégien du 19e siècle. Merci pour l'analyse littéraire. Je fais une licence de lettres. C'est tout ce que j'ai à offrir. Noémie avança dans la chambre, posa la cuillère sur la commode avec une désinvolture qui fit grimacer Héloïse, et lui ajusta une mèche derrière l'oreille avec une douceur inattendue. Il va te regarder et il va savoir qu'il y a quelque chose. Il ne saura rien. Il ne regarde pas dans cette direction. Les hommes comme lui regardent toujours dans cette direction. C'est leur seule compétence socialement utile. Héloïse prit son sac du soir, une pochette noire minimaliste, et y glissa l'essentiel. Téléphone, clé, un ticket de métro froissé. La pochette était trop petite pour le carnet de suivi médical qu'elle avait l'habitude de traîner partout. Alors elle le laissa sur la table de nuit, avec l'échographie du dernier rendez-vous, face retournée, comme si ne pas la voir était équivalent à ne pas avoir à en parler. « Je rentre avant minuit », dit-elle. « Tu rentres quand tu rentres. Et si quelque chose se passe, rien ne se passe. Héloïse, rien ne se passe. » Noémie la regarda avec ses yeux noisettes qui avaient le don insupportable de voir exactement ce qu'on aurait préféré cacher. « D'accord, » dit-elle. « Rien ne se passe. Mais si par hasard rien se passait d'une façon un peu inattendue, tu m'appelles. » Colette, depuis le rebord de la fenêtre, bâilla. Le dîner annuel de Beaumont Industrie se tenait au Palais Vivienne, un lieu de réception privé au cœur du 2e arrondissement, dans une ancienne galerie couverte reconvertie en espace événementiel avec une discrétion qui coûtait cher. Héloïse descendit du taxi et leva les yeux sur la façade en pierre calcaire illuminée par des projecteurs dorés, et pensa brièvement que Paris avait une façon très particulière de rendre les choses difficiles magnifiques. À l'intérieur, l'espace était exactement ce qu'elle avait imaginé, et exactement ce qu'elle redoutait. Plafond en verrière ancienne, tables rondes habillées de lin blanc, bougies en cristal. Une centaine de personnes en tenue de soirée qui parlaient le langage particulier des gens dont l'argent est suffisamment ancien pour ne plus avoir besoin d'être mentionné. Des serveurs qui circulaient avec des plateaux de champagne comme s'ils accomplissaient un rituel sacré. Margot l'accueillit à l'entrée avec son carnet habituel et un sourire qui contenait pour la première fois depuis 3 semaines quelque chose qui ressemblait à de la chaleur. « Mademoiselle Duval, vous êtes à la table 5. Luca Ferrante est déjà là, ainsi que les directeurs des divisions Europe du Sud. Monsieur Beaumont accueille les partenaires au fond. » Elle fit un geste discret vers l'autre extrémité de la salle. « Mais il s'installera à votre table pour le dîner. »« À ma table. »« À la table 5, oui. Il préside toujours la table des directeurs de division. »« Bien sûr, » dit Héloïse, et le sourire qu'elle produisit était parfait. Elle prit un verre d'eau gazeuse au plateau du premier serveur qui passa. Le champagne était exclu depuis 19 semaines et 3 jours, et elle avait appris à tenir un verre de n'importe quoi avec l'assurance de quelqu'un qui boit ce qu'elle a choisi, pas ce qu'on lui sert. Elle s'orienta vers la table 5. Luca Ferrante se leva,
en la voyant approcher avec l'élégance fluide d'un homme qui avait appris les bonnes manières dans un endroit où elles n'étaient pas optionnelles. « Mademoiselle Duval !» Il prit sa main, effleura ses doigts d'un salut qui était à la frontière précise entre le professionnel et le continental. « Vous êtes éblouissante. »« Merci, vous avez l'air en forme. »« Je suis toujours en forme. C'est mon grand défaut. » Il tira sa chaise. Elle s'assit. Il se rassit en face d'elle avec ce sourire en coin qui cette fois contenait quelque chose de différent. Pas de l'amusement, de l'évaluation. « Comment trouvez-vous vos premières semaines parmi nous ?»« Productive. C'est le mot que tout le monde emploie ici. On finit tous par l'employer. C'est comme une contamination linguistique. Vous préférez quel mot ? Survivre, dit-il. Et son ton était léger, mais ses yeux ne l'étaient pas. Dans ce secteur, dans cette maison, produire et survivre sont des synonymes. Vous apprendrez. Éloise le regarda. Il y avait quelque chose dans la façon dont Lucas Ferranté parlait de Beaumont Industries. Pas avec la fierté d'un bâtisseur, pas avec la résignation d'un employé, avec la familiarité précise d'un homme qui connaît les fondations et sait exactement ce qu'elles cachent. « Vous êtes dans la maison depuis longtemps ?» demanda-t-elle. « Depuis le début. » Il prit son verre, le fit tourner légèrement. « Mathéo et moi avons grandi ensemble. Nos pères faisaient des affaires. » « Quel genre d'affaires ?» Le sourire en coin s'élargit d'1 millimètre. « Le genre qui fonctionne mieux quand personne ne pose de questions, » dit-il. Et les mots étaient exactement les mots que Mathéo avait prononcés le premier soir chez Gauthier, dans le bistrot aux murs de pierre et aux bougies fondues dans des bouteilles de vin. Éloise ne s'ya pas. « Intéressant, » dit-elle. « C'est la réponse maison ?» Lucas rit. Un vrai rire cette fois, bref et sincère, qui effaça momentanément le calcul de son visage. « Vous êtes dangereuse, mademoiselle Duval. Je suis nutritionniste. » Les deux ne sont pas incompatibles. La salle se remplit progressivement. Des visages que Éloise ne connaissait pas, des noms qu'elle avait lus dans les organigrammes mais jamais associés à des corps réels, des conversations qui arrivaient par fragments, marchés asiatiques, acquisitions en cours, réglementation européenne sur les importations. Elle buvait son eau gazeuse, souriait aux bonnes occasions, posait les bonnes questions et cataloguait tout avec la précision silencieuse de quelqu'un qui a appris que l'observation est souvent plus utile que la parole. Puis la température de la pièce changea. Pas littéralement. Mais Éloise sentit le changement comme on sent une variation de pression atmosphérique. Quelque chose dans la façon dont les conversations aux tables voisines perdaient un demi-ton, dans la façon dont les regards se réorientaient vers un point fixe. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir. Elle se retourna quand même. Mathéo traversait la salle avec Bastien, 2 pas derrière lui et une femme à son côté. Grande, mince, cheveux noirs mi-longs, robe noire avec un décolleté architectural et une façon d'occuper l'espace qui indiquait des années d'entraînement à être regardées. Elle disait quelque chose à Mathéo en penchant légèrement la tête vers lui, et Mathéo l'écoutait avec cette attention concentrée qu'Éloise reconnaissait, parce qu'elle avait été l'objet de cette attention concentrée sur une terrasse avec vue sur la Seine, avant que tout s'effondre. « Sophia Mancini », dit Lucas depuis en face d'elle, sans qu'elle ait posé de questions. Fille d'Aldo Mancini, partenaire historique de la maison. Les familles ont des liens depuis 30 ans. Elle est souvent présente à ces événements. Elle est souvent présente partout où Mathéo est présent. Une pause. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne pense rien. Vous pensez exactement ce que n'importe qui penserait en voyant cette scène. Il posa le verre. Et vous avez partiellement tort. Éloise allait répondre quand Mathéo atteignit la table 5. Il salua les directeurs par leurs prénoms, 2 mots pour chacun, avec cette mémoire sociale qui était une forme de pouvoir. Puis, il arriva à elle. « Mademoiselle Duval, Monsieur Beaumont !» Ses yeux la parcoururent, pas de manière indiscrète, mais avec cette acuité médicale de quelqu'un qui lit les données avant les mots. Et quelque chose se figea dans son expression pendant une fraction de seconde si brève qu'Éloise décida qu'elle l'avait imaginé. Il s'assit. Sophia Mancini prit la chaise à sa gauche avec le naturel de quelqu'un qui occupe toujours cette chaise.
Éloise était à sa droite. Le dîner commença. Les plats arrivèrent dans cet ordre aristocratique qui transformait un repas en cérémonie. Éloise mangea avec appétit. L'appétit de la grossesse avait remplacé les nausées avec une ironie parfaite, et elle pouvait désormais manger des quantités qui auraient étonné son moi d'avant, et répondit aux questions professionnelles qu'on lui posait avec la concision d'une femme qui avait préparé chaque réponse. Mais elle sentait Matteo. Pas son regard. Il était trop contrôlé pour la regarder ouvertement. Sa présence. La façon dont, chaque fois qu'elle bougeait légèrement, quelque chose dans sa posture répondait. Comme deux aimants qui refusent de se toucher mais ne peuvent pas ignorer le chant entre eux. Ce fut pendant le plat principal que ça arriva. Sofia Mancini dit quelque chose à voix basse à Matteo en italien, et dans cette langue, dans ce registre, avec cette inflexion particulière qui n'était pas professionnelle, et posa la main sur son avant-bras. Matteo répondit en souriant. Pas son demi-sourire. Quelque chose de plus naturel, de plus vieux, le sourire de quelqu'un en présence d'une histoire partagée. Éloise sentit son estomac se contracter. Elle posa sa fourchette, but une gorgée d'eau. Et dans ce mouvement précis, la main qui portait le verre à ses lèvres, le poignet légèrement tourné, sa pochette glissa du bord de la chaise et tomba sur le sol dans un petit bruit sec. Son contenu se répandit. Téléphone, clé, ticket de métro froissé et le carnet de suivi médical qu'elle était certaine d'avoir laissé sur sa table de nuit. Elle n'avait pas laissé le carnet sur sa table de nuit. Elle se baissa immédiatement, ramassa le téléphone, les clés, le ticket. Sa main trouva le carnet. Mais avant qu'elle puisse le refermer et le faire disparaître dans la pochette, une autre main, grande, rapide, habituée à se mouvoir avec précision, se posa sur le carnet en même temps que la sienne. Elle leva les yeux. Matteo était penché à côté d'elle, à mi-hauteur entre sa chaise et le sol, et il tenait le carnet ouvert. À la page du dernier rendez-vous, où la sage-femme avait noté en haut à droite, dans cette écriture médicale sans concession. Semaine 19. Évolution normale. Prochain RDV S23. Leurs regards se rencontrèrent à quelques centimètres de distance. Le bruit de la salle continua. Les conversations, le tintement des verres, le jazz discret du quatuor dans le fond. 100 personnes qui ne regardaient un pas dans leur direction. Les yeux verts de Matteo lisaient, pas le carnet. Le carnet, il l'avait compris en une seconde. Il la lisait, elle, son visage. Et ce qu'il y lisait déplaçait quelque chose de fondamental dans les profondeurs de son expression, quelque chose de tectoniaque, sous la surface parfaitement contrôlée. « Mademoiselle Duval », dit-il, et sa voix était si basse qu'elle n'existait que pour elle. « Est-ce que vous… » « Merci », dit-elle en reprenant le carnet d'un geste ferme. Elle se redressa. Il se redressa. Ils reprirent leur place. Elle glissa le carnet dans la pochette, prit sa fourchette, coupa un morceau de saumon avec une précision chirurgicale. La table continuait sa conversation. Luca Ferrante, depuis en face, regardait son verre de vin avec le sourire de quelqu'un qui vient d'assister à une scène de théâtre dont il connaissait déjà le dénouement. Matteo ne dit plus rien pendant le reste du dîner, mais il ne mangea plus non plus. Et sa main droite, posée sur la nappe blanche à quelques centimètres d'Éloise, resta immobile et légèrement fermée, comme quelqu'un qui retient quelque chose qu'il n'a pas encore décidé de laisser partir. À 22h40, Éloise dit bonsoir à la table 5 avec son sourire le plus professionnel, récupéra son manteau au vestiaire et sortit dans la nuit froide du 2e arrondissement. Elle marcha 30 mètres, s'arrêta. Les pas derrière elle étaient fermes, lents. Elle les reconnut avant de les entendre vraiment, parce que certains sons s'impriment dans le corps avant d'atteindre le cerveau. Elle ne se retourna pas. Éloise. Ce n'était pas Monsieur Beaumont. Ce n'était pas Mademoiselle Duval. C'était Éloise, prononcée avec cette voix grave qui faisait durer les voyelles. Et quelque chose dans ce prénom prononcé ainsi, dans cette rue pavée à cette heure, avec Paris brillant autour d'eux, comme une promesse que personne n'avait demandé à faire, lui déchira quelque chose de précis dans la poitrine. Elle se retourna. Il était là, sans veste.
Il avait dû sortir trop vite. Le froid de mars lui fouettait la chemise blanche. Et sur son visage, pour la première fois depuis le champ de Mars en avril, il n'y avait aucune défense, aucun calcul, aucune distance construite. Juste la question. « Est-ce que c'est moi ?» dit-il. Éloise le regarda, les yeux verts dans la nuit parisienne, la cicatrice sur la côte droite, invisible mais présente. La voiture noire garée plus loin, Bastien immobile au volant, témoin de granit. 19 semaines et 3 jours. Elle ouvrit la bouche. « Est-ce que c'est moi ?» La question flottait entre eux dans l'air froid de mars comme quelque chose de vivant. Éloise sentit le vent tourner dans la rue pavée, soulever une mèche rousse sur sa joue, et elle pensa à une chose absurde et précise. Elle pensa à Mireille. À sa grand-mère qui disait toujours que les moments importants de la vie avaient toujours une odeur particulière. Le pain du dimanche, le muguet du 1er mai, la pluie sur la pierre chaude. Cette rue sentait le froid et l'asphalte mouillé et l'eau de Cologne de Matteo Beaumont. Elle allait répondre. Elle avait ouvert la bouche pour répondre. Avec quoi? Elle n'aurait pas su le dire, mais quelque chose allait sortir, quelque chose de vrai et d'irréversible, quand le téléphone de Matteo vibra. Il ne bougea pas. Il vibra encore. « Prends !» dit Éloise. « Non. Matteo. Cette conversation est plus importante que... Prends ton téléphone. » Il sortit le téléphone de sa poche avec un mouvement brusque qui trahissait une irritation qu'il ne montrait jamais. Regarda l'écran. Et ce qu'Éloise vit traverser son visage en cette fraction de seconde n'était pas de l'irritation. C'était autre chose, quelque chose de plus vieux et de plus froid. « Je sais. Éloise, je dois... Va, dit-elle. » Et sa voix était parfaitement stable. On ne finit jamais nos phrases de toute façon. Matteo la regarda avec cette expression qu'elle ne saurait jamais nommer. Trop complexe pour un seul mot, trop humaine pour son visage habituellement verrouillé. Puis il fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il tendit la main et effleura sa joue. Du bout des doigts seulement. Une seconde, pas plus. Puis il se retourna et marcha vers la voiture noire à grands pas. Bastien avait déjà le moteur en marche. Les portières claquèrent. Les feux arrière disparurent au bout de la rue. Éloise resta debout sur les pavés froids pendant un moment qui pouvait durer 30 secondes ou 10 minutes. Elle avait perdu la capacité de mesurer ce genre de choses. Puis elle rentra chez elle en taxi, la main sur la joue, sans pleurer. Ce fut la nuit la plus longue depuis 14 semaines. Le lendemain matin, Margot appela à 7h22, avant même qu'Éloise soit arrivée à la clinique pour son rendez-vous de la semaine 20. « Mademoiselle Duval, Monsieur Beaumont demande si vous pouvez venir à son bureau à 9h. Il dit que c'est urgent et personnel. Elle hésita. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Il ne m'a pas donné de détails. Dites-lui que je serai là à 9h30. Un silence. Il a dit 9h. Et moi j'ai dit 9h30. Choisissez votre camp, Margot. Un autre silence, plus court. 9h30, confirma Margot, et dans sa voix, il y avait quelque chose qui ressemblait à de l'admiration contenue. La sage-femme s'appelait Dr Hamani. Elle avait des mains douces et une façon de parler du corps qui n'était jamais alarmiste ni condescendante. Ce matin-là, elle pressa le gel froid sur le ventre d'Éloise, déplaça la sonde de l'échographie et sur l'écran apparut, comme chaque fois et comme jamais tout à fait la même chose, le profil de l'enfant. « Tout va très bien », dit la docteure Hamani. Elle grandit parfaitement. Éloise tourna la tête vers l'écran. « Elle ?» La docteure Hamani sourit. « Si vous voulez connaître le sexe. » Elle désigna l'écran avec une précision tranquille. « C'est une fille. » Éloise regarda l'écran. Le profil minuscule. Le nez retroussé, qui était déjà, de manière absolument déraisonnable, reconnaissable. Les mains fermées dans la position de quelqu'un qui dort d'un sommeil parfait, indifférent à tous les drames qui se déroulaient à l'extérieur. Une fille. Elle pensa à Mireille. Elle pensa à l'appareil photo avec les initiales gravées dans le cuir. Elle pensa à une petite fille rousse,
ou peut-être aux yeux verts, ou peut-être les deux, les combinaisons génétiques étaient imprévisibles, qui grandirait à Paris avec un Pentax K1000 autour du cou et aucune tolérance pour la lâcheté. Elle ne pleura pas pendant l'échographie. Elle pleura dans l'ascenseur de la clinique pendant exactement 40 secondes, puis elle se recomposa, sortit dans l'air de Mars et prit le métro vers Saint-Germain-des-Prés. À 9h30 précise, elle frappa à la porte du bureau du 32e étage. « Entrez !» La pièce était différente de la première fois. Pas dans sa disposition, la même fenêtre panoramique, le même bureau en chêne, Paris de chaque côté. Mais différente dans son atmosphère, comme si l'air avait changé de densité. Matteo était debout près de la fenêtre, pas derrière le bureau, pas en position de directeur général. En position de quelqu'un qui a passé la nuit à se battre contre lui-même et qui n'était pas sûr d'avoir gagné. Il portait le blazer bleu marine, pas le costume. La tenue décontractée, celle qu'il mettait quand il était hors réseau. Lucas était là aussi, dans l'angle. Mais ce matin, il n'avait pas son sourire. Il avait l'expression d'un homme qui sait ce qui vient et qui a décidé d'en être témoin. « Éloise », dit Matteo. « Il y a quelqu'un d'autre », dit Lucas, avant qu'elle ait pu répondre. Elle se tourna vers lui. « Pardon ? Il faut que tu saches, » dit Lucas. Et pour la première fois, il la tutoyait. Et dans ce tutoiement, il y avait une urgence qui n'avait plus rien de social, avant cette conversation. « Il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce bâtiment qui ne devrait pas être là. » Matteo fit un geste vers lui. « Lucas !»« Non », dit Lucas, et sa voix prit un tranchant qu'Éloise n'avait pas encore entendu. « Elle est enceinte, Matteo. Elle a le droit de savoir dans quoi elle entre. » Le mot atterrit dans la pièce comme une pierre dans une eau immobile. « Enceinte » prononcé par Luca Ferrante à 9h30 du matin dans le bureau du 32e étage de Beaumont Industrie, avec Paris en arrière-plan, et le soleil de Mars qui entrait par les fenêtres, et ne demandait la permission de personne. Matteo se figea. Pas beaucoup. 1 millimètre. Le genre de figement que seule une personne qui connaît la cartographie de son visage pouvait détecter. Il la regarda. « Tu es enceinte. » Ce n'était pas une question. C'était la reconnaissance d'une certitude qu'il avait portée depuis la nuit précédente, depuis le carnet de suivi médical dans le restaurant aux bougies, depuis le moment où leurs mains s'étaient touchées sur ce carnet et où tout s'était réorganisé dans sa tête avec la violence tranquille des évidences. « Oui, » dit Éloise. « 2 mois. »« Oui. Depuis 20 semaines, 5 mois. » Elle soutint son regard sans ciller. « C'est une fille. Je l'ai appris ce matin. » Quelque chose passa sur le visage de Matteo Beaumont que ni Lucas ni Éloise n'avaient vu avant. Quelque chose qui n'avait pas de nom dans le registre des expressions qu'il s'autorisait habituellement. Un tremblement invisible sous la surface, comme la ligne d'horizon qui frémit avant un séisme. « Lucas, » dit-il sans se retourner, « laisse-nous. »« Il y a Vidal dans le bâtiment, » dit Lucas sans bouger. « Je sais. Il est au 25e depuis hier soir. Il a convaincu les RH qu'il fait une inspection de conformité. Ce n'est pas une inspection de conformité. »« Je sais ce que c'est, » dit Matteo, et sa voix avait descendu d'un registre, ce registre particulier qu'Éloise avait entendu une seule fois depuis le début, le soir, où il avait retenu le voleur sur le champ de Mars. « Sors et dis à Bastien de monter. » Lucas se leva. Passa devant Éloise, s'arrêta. « Tu mérites qu'il te dise la vérité, » dit-il à voix basse. « La vraie, pas la version hôtel 5 étoiles. » Il la regarda une seconde de plus que nécessaire, puis sortit et referma la porte. La pièce contracta son silence autour d'eux deux. Matteo marcha vers elle, pas avec la lenteur calculée de l'homme d'affaires, pas avec la distance construite du directeur général. Il marcha vers elle simplement, comme quelqu'un qui a cessé de prétendre que la distance était une protection. Il s'arrêta à 1 mètre. « Je suis parti parce que tu étais en danger, » dit-il. « Ça, c'est la version courte. C'est la vraie. Je veux la longue. » Il inspira, passa la main dans ses cheveux, ce geste qu'elle connaissait, ce geste de quelqu'un qui organise ses mots avant de les utiliser comme un scalpel.
Mais cette fois, il ne cherchait pas à couper. Il cherchait à construire. Beaumont Industries, dit-il, a été fondé par mon père et Aldo Mancini en 1987. Ce que les registres officiels montrent est réel. Les restaurants, les importations, la division nutrition. Tout ça existe et fonctionne, et emploie 600 personnes, qui viennent travailler chaque matin sans rien savoir de ce qui se passe au niveau où l'argent ne laisse pas de traces. La blanchiment. Il ne s'y a pas. Entre autres. Les vins. Les importations. Tu es intelligente. Je l'ai toujours été. Continue. Il y a une famille corse, les Santini, qui revendique une partie du territoire de distribution que mon père avait établi avec Mancini dans les années 90. Mon père est mort il y a 3 ans. Mancini est vieux et malade. J'ai repris la direction à 32 ans, et j'ai passé les 2 premières années à essayer de trouver une sortie légale. Un démantèlement propre. Remettre les activités aux autorités compétentes sans exposer les 600 employés qui n'ont rien à voir avec ça. Et la DGSI. Cette fois, il hésita. L'inspecteur Vidal, dit-il, me suit depuis 18 mois. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Tu coopères avec eux. C'est compliqué. Simplifie. J'ai commencé à coopérer. Discrètement. En échange d'une sortie propre pour les employés et d'une immunité partielle. Les Santini l'ont su. Il s'arrêta. En avril, quand tu et moi, dis-le. Quand je me suis rendu compte de ce que tu représentais pour moi, sa voix ne changea pas de ton, mais quelque chose dans les mots eux-mêmes pesait différemment. J'ai compris que tu devenais une cible potentielle. Les Santini n'hésitent pas à utiliser les personnes proches pour exercer une pression. Ils l'ont fait avec le fils de Mancini en 2019. Alors tu es parti. Alors je suis parti. Sans un mot. Si je t'avais expliqué, tu aurais argumenté. Tu aurais refusé de partir. Je te connais. Tu me connais depuis 3 semaines. Je te connais depuis 3 semaines, et c'est suffisant pour savoir que tu te serais battu contre quelque chose que tu n'avais pas les outils pour affronter. Éloise le regarda. 5 mois de douleur, de colère, de nuits à fixer le plafond de son appartement à Montmartre avec Colette sur le ventre et le mouchoir brodé MB qu'elle avait refusé de jeter dans le tiroir de sa table de nuit. 5 mois à reconstruire quelque chose d'elle-même qu'il avait emporté sans le savoir. « Je ne te pardonne pas, » dit-elle. « Je ne te demande pas de me pardonner. Tu aurais pu trouver un autre moyen. Oui. La lâcheté est plus facile. »« Oui, » dit-il, et dans ce oui il n'y avait ni défense ni justification. Juste la reconnaissance brute d'un homme qui a eu tort et qui le sait. La porte s'ouvrit brusquement. Bastien entra. Il avait cet air particulier. Pas d'urgence visible, mais une densité dans ses mouvements qui signalait que le temps venait de changer de vitesse. « Vidal est dans le couloir du 26e, » dit-il. « Il a 3 hommes avec lui. Ils ont des mandats. »« Pourquoi ?» demanda Matteo sans se retourner. « Perquisition des archives comptables des exercices 2019 à 2023. » Bastien marqua une pause d'1 demi-seconde. « Et convocation personnelle. Pour toi. » Matteo se retourna. Regarda Bastien avec cette expression de calcul rapide qu'Éloise avait appris à reconnaître. Pas de la peur, pas de la colère, quelque chose de plus froid et de plus précis, comme un joueur d'échecs qui recalcule le plateau en 3 coups d'avance. « Appelle Lefebvre, » dit-il. « Dis-lui d'être là dans 20 minutes. »« Déjà appelé ?»« Bien. » Bastien sortit. La porte se referma. Matteo se retourna vers Éloise. Et dans son regard, il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis le champ de Mars. Pas le demi-sourire calculé, pas la distance construite, pas le mur ancien avec ses fissures minuscules. Quelque chose d'ouvert, d'irrémédiablement ouvert, comme une fenêtre qu'on ne peut plus refermer une fois qu'on a senti l'air entrer. « Tu vas devoir partir, » dit-il. « Non. » Éloise. « Non, » répéta-t-elle. Et sa voix était calme et totale comme le silence après une décision. « Tu pars en courant depuis 3 semaines en avril et depuis 5 mois dans ma tête. Ça suffit. Tu vas répondre à tes questions avec ton avocat et moi je vais m'asseoir dans cette salle d'attente et attendre que tu aies fini. » Ce n'est pas sûr. Peut-être.
Mais tu m'as retiré la possibilité de choisir une fois. Tu ne me la retires pas 2 fois. Il la regarda pendant un long moment. Paris derrière lui, brillant dans le soleil de mars, indifférent comme toujours. La montre Patek Philippe sur son poignet, la cicatrice invisible sur sa côte droite, le nez cassé, la déviation légère sur la gauche qui ne le rendait que plus réel, plus abîmé, plus humain que n'importe quelle version lisse qu'elle aurait pu inventer. « C'est une fille ?» dit-il. Et ces 3 mots n'étaient pas une question ni une confirmation. C'était quelqu'un qui prononce une réalité pour la première fois et qui mesure ce qu'elle pèse. « Oui. Comment tu veux l'appeler ?» Éloise le regarda. Quelque chose dans sa poitrine fit un mouvement qu'elle ne chercha pas à contrôler. « Mireille, » dit-elle. Le demi-sourire apparut. Le côté gauche uniquement. Mais différent cette fois. Plus large d'1 millimètre que tous les autres avant lui, et sans le calcul, et sans la distance, et sans le mur. On frappa à la porte. « Monsieur Beaumont » dit la voix de Margot depuis le couloir. « L'inspecteur Vidal demande à vous voir immédiatement. » Matteo ne bougea pas immédiatement. Il tendit la main, pas pour prendre la sienne, pas avec ce geste d'effleurement fugace de la nuit précédente. Il ouvrit la main, paume vers le haut, dans le geste simple et irrévocable de quelqu'un qui offre quelque chose et attend de voir si l'autre veut bien le prendre. Éloise baissa les yeux sur cette main. La cicatrice à la base du pouce, les doigts longs et immobiles. Une main qui avait retenu des voleurs sur le champ de Mars, tenu des verres de Bordeaux sur des terrasses au coucher du soleil, effleuré une joue dans une rue pavée à minuit. Elle posa sa main dans la sienne. « Va répondre à tes questions », dit-elle. Il ferma les doigts autour des siens. 1 seconde. Puis il lâcha, boutonna son blazer et ouvrit la porte. L'inspecteur Vidal se tenait dans le couloir. Imperméable beige froissé, cheveux gris sel, le regard de quelqu'un qui a appris à attendre. Derrière lui, 3 hommes en costume sombre. Et plus loin dans le couloir, Luca Ferrante, qui regardait la scène avec son sourire en coin revenu, plus petit que d'habitude, et plus sincère. « Inspecteur » dit Matteo. « Monsieur Beaumont. » Vidal regarda par-dessus l'épaule de Matteo, aperçut Éloise, et son regard s'y posa 1 seconde de trop. « Mademoiselle, vous êtes employée de la maison ?»« Directrice du programme de bien-être » dit Éloise depuis le bureau. « Éloise Duval. » Vidal hocha la tête lentement. « Vous voudrez peut-être rester disponible pour les prochains jours. Nous aurons probablement des questions pour l'ensemble des directeurs de division. Je suis disponible. » Matteo croisa son regard une dernière fois depuis le seuil. Pas de demi-sourire, pas de distance, pas... Juste ses yeux verts dans la lumière de Mars, qui disaient quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient encore les mots pour prononcer, parce que certaines choses ont besoin de temps et de silence, et d'une petite fille qui n'est pas encore née, mais qui porte déjà le prénom d'une femme qui n'acceptait aucune lâcheté. Il sortit dans le couloir. La porte resta ouverte. Éloise s'assit sur la chaise en cuir devant le bureau en chêne, la chaise du visiteur, pas celle du directeur général, posa son sac sur ses genoux et attendit. Dehors, Paris continuait. Les toits de Saint-Germain-des-Prés dans le soleil de mars, les voitures sur le boulevard, un pigeon sur le rebord de la fenêtre qui regardait vers l'intérieur avec une indifférence royale. Elle porta la main à son ventre. Mireille bougea.